Les candidats, ça devient un peu compliqué. Hein. Là, ça devient un peu compliqué. Il y a pas mal de choses qui commencent à être interdites sur Chypre. Qu'est-ce qui se passe, les candidats? Ça se joue à Chypre, là. Il y a déjà une joueuse qui veut pas y aller parce qu'elle considère que c'est trop dangereux et qu'il y a d'autres sports qui annulent les compétitions en ce moment à Chypre parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux aussi et que les échecs, ils disent non, il y a R. De toute façon, c'est toujours pareil avec ces genres de choses. Il y a R, et puis le jour où il y a quelque chose, tu t'es pris une bombe sur la gueule et t'es crevé, quoi. C'est trop proche du conflit. Ils ont déjà reçu des drones, des missiles, comme à Dubaï, il y avait R. C'est ça, en fait, il y a R jusqu'à ce qu'il n'y ait pas R. Ils essayent de faire passer Konerou qui veut pas jouer pour une pleutre, je dirais ça comme ça, ou une dingo, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est pas le cas, puisque les autres fédérations d'autres sports ou jeux, donc comme le poker, là, le WSOP, a simplement annulé la manche à Chypre, quoi. Mais ça serait chiant que les candidats soient trop décalés. Mais il vaut mieux mettre les joueurs en danger. Le H aussi fait planer le doute. Je crois qu'il fait pas planer grand-chose, hein, le H. En tout cas, je sais pas comment ça va évoluer, la situation avec les candidats. À mon avis, ils vont les maintenir. Et ils vont en avoir RAF parce qu'ils en ont jamais rien à foutre. Est-ce que c'est une bonne idée? Franchement, j'en sais rien. Ça me dépasse un peu, là, pour le coup. Salut Kev, nouveau dégradé. Non, ils sont tombés cette nuit tout seuls. De voir ce que va faire Blue Bomb, c'est le 26 des candidats. Ouais, écoute, on verra. Il sera, à mon avis, pas mauvais. Il va jouer solide, il va jouer en contre. Hein. C'est ce qu'il sait faire généralement, Blue Bomb. Donc, il va simplement jouer solide, essayer de laisser les joueurs forcer contre lui et gagner en contre. C'est comme ça qu'il joue tout le temps. Donc, il va continuer sur cette stratégie. Et elle peut s'avérer payante parce que quand quelqu'un va vouloir revenir dans le tournoi, c'est clairement lui qui va être visé. Donc, ça peut très bien se passer. Et je pense qu'il va pas déroger à cette stratégie. Donc, il a peut-être une carte à jouer en contre total. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime pas dans ces candidats, enfin dans ces formules des candidats. Pour moi, aux échecs, pour vraiment battre quelqu'un, il faut le battre sur un match. Tu vas streamer les candidats? Ouais, alors apparemment, j'aurais même les cams finalement, dans un dernier rebondissement. Mais ouais, de toute façon, on va faire notre travail, hein, c'est pas... Mais juste, voilà, est-ce qu'on est content de le faire? Je pense plutôt non. Après, est-ce qu'on va bien le faire? Oui, hein, après on fait notre travail, mais en soi, les formats sont pas passionnants, quoi. C'est le problème. Après, s'il y a des belles parties et tout, pour nous, ce sera intéressant échiquièrement parlant. Ce qu'on aurait fait de base, c'est surtout cliquer les parties après, quoi. Pas regarder en direct. En fait, le problème des candidats, c'est clairement son format. C'est pas fait pour être regardé, en fait. Bon, en tout cas, il y aura les cams. Écoutez, on va pas s'en plaindre. Ça rajoute quand même un vrai intérêt. Sans les cams, c'est un peu long. Trop bien s'il y a les cams. Ouais, c'est clair que pour nous, c'est quand même nettement plus intéressant à suivre parce qu'au moins, on peut voir un peu les joueurs, un peu le développement. Mais pour moi, j'ai envie de dire, la hype sur le tournoi, ça va vraiment jouer sur les parties. Si tous les jours, il y a des nouveautés intéressantes et il y a des choses vraiment passionnantes dans les ouvertures qui se passent et il y a des grosses parties, on va prendre de l'intérêt. Et sinon, on va vite... On va vite en avoir marre, quoi. Ça va dépendre vraiment de ce que proposent les joueurs. Alors ça, je parle pour le direct parce que pour les récaps, c'est un peu différent dans le sens où je trouve que les parties longues, c'est quand même plus quelque chose qui se regarde en récap, quoi. C'est sûr que regarder les longues en continu, c'est pas le kiff, je trouve, surtout en français. Ouais, et puis il faut se dire que nous, on va passer entre ça, les récaps et tout, là, en 2 semaines. Sur 2 semaines, on passe... allez, on va dire, on y passe 7h30 par jour. On va dire 7h30 par jour x 10... Ça fait 75 heures et encore x4, ouais, on passe plus de 100 heures en 14 jours sur ces parties-là. C'est sûr que nous, on peut pas être hype par l'événement, quoi. Après, si c'était en rapide ou en blitz, c'est un peu comme l'eSport World Cup. l'eSport World Cup, j'ai passé devant peut-être 55 heures en 4 jours et 5 jours. Ça m'a laissé un super souvenir parce qu'il se passait beaucoup de choses, que c'était en rapide, que ça enchaînait et qu'il y a eu beaucoup de belles parties, etc. Et qu'il y avait des quarts de finale, des demi-finales, des finales et tout. Mais les candidats, le truc, c'est que c'est pas le cas, quoi. Et ce sera avec Fab. Mais c'est jamais simple à savoir comment commenter en plus parce que on rentre souvent, quand on commente ces choses-là, dans une boucle infernale où les gens nous posent des questions sur les échecs. Mais on n'imaginerait pas pendant Roland-Garros les gens ne pas regarder les parties et expliquer comment faire un coup droit ou comment faire un revers ou comment faire un service, quoi. Et là, en fait, on est dans un truc un peu bizarre. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'en fait, les événements sont tellement pas faits pour être regardés qu'on demande un petit peu aux commentateurs, finalement, de rendre l'inintéressant intéressant. Sauf que nous, on n'est pas payés pour ça. C'est pas nous qui touchons les plusieurs millions d'euros qui sont faits sur l'événement. Et c'est aux gens qui l'organisent de faire quelque chose de bien. Enfin, et du coup, quand c'est quelque chose de bien et que tu commandes, tu t'embellis l'événement. Donc, c'est génial parce que je reprends l'eSport World Cup qui est un événement très bien fait.
où t'es là et tu magnifies l'événement en quelque sorte par tes commentaires, t'essayes de rendre le truc encore plus hype qu'il ne l'est, quoi. T'essayes vraiment de lui rendre hommage. Et là, en fait, sur des événements comme les candidats, j'ai l'impression, moi, quand je commente, que tu te retrouves être un peu la roue de secours du coup et la rustine qui vient commenter le néant. Vous voyez, qui vient meubler le néant. Et en ce sens-là, en fait, je sais jamais trop comment se positionner et je trouve ça un petit peu injuste envers les gens qui commentent. C'est qu'après on dit ah ouais c'était pas ouf ou quoi, mais en fait c'est pas le commentaire qui est pas ouf, c'est ce que c'est le truc en fait qui est naze. C'est pas la personne qui le commente. Toi tu te retrouves vraiment à devoir meubler du néant pendant 4 heures tous les jours pendant 2 semaines. C'est hyper long. Bonne anniv, merci à toi Perlin Papin. Après, ce qui caractérise le cas d'un jeu complexe, c'est qu'il est différent de beaucoup de sports, son impression spectaculaire. Mais c'est pas un jeu complexe, là. C'est pas une question d'être complexe. Un Title Tuesday, le jeu, il est tout aussi complexe. C'est juste qu'il n'y a pas de rythme. À chaque fois, vous trouvez des excuses pour dire « Ah ouais, mais le jeu est complexe, c'est comme ça. » Non, c'est juste que les cadences sont nazes, que le format est naze, que les meilleurs joueurs du monde veulent même pas le jouer parce qu'ils trouvent ça naze aussi. Enfin, en fait, c'est tout. C'est juste que c'est de la merde, en fait. C'est ça le problème de fond. Et surtout que là, en plus, le problème qu'il y a pas Maxime et Alireza. Bon, bah, c'est pas de bol. Bon, ça devient dur à hyper. Mais normalement, tu devrais avoir Magnus. Et donc, tu devrais avoir 2 storylines possibles à faire. Soit la storyline où c'était Magnus qui tentait de reprendre le titre. Et du coup, l'événement était quand même hyper hype parce qu'on allait suivre Magnus au candidat. Et même s'il n'y a pas de français, t'es là de demander est-ce que le GOAT va réussir à reprendre son trône. Donc, le truc est hyper hype. Ou t'as un truc hype minimal où c'est Magnus le champion du monde et t'es en train de suivre le truc pour te dire mais qui va pouvoir aller chercher Magnus? Est-ce que c'est pas un jeune? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir un Sindarov ou quoi? Mais là le truc c'est que même la storyline en mode qui va gagner les candidats pour devenir champion du monde, c'est qui en face? Ah ben c'est Gukesh, il est fort? Non il est naze. Ouais mais il doit être quand même plus fort que Magnus. Ah non il se ferait déchirer l'anus. Ah bah au moins plus fort que Caruana ou Hikaru. Ah non il se ferait allumer le fion pareil. Ouais, bah peut-être quand même plus fort que Abdusattorov, là. Ah non, il est explosé contre un poteau. Ah génial, ah super, ouais. Et du coup, le truc, vous regardez ça pour aller jouer contre ce mec naze. Ouais, c'est ça l'objectif. Bon, bah du coup, vous avez quand même un peu Abdusattorov et Keimer, les 2 plus forts du moment, là, sur les 12 derniers mois. Non, ils sont pas qualifiés parce que le système de qualif était pourri. Ok, ouais, super, exceptionnel, ouais. Ok, y a pas les meilleurs, en fait. Non, c'est de la merde. Ouais, ok, génial. Tu vois, t'as un peu ce problème-là, quand même. T'aurais des candidats avec Abdusattorov et Keimer, au lieu de, sans leur manquer de respect, Bluebomb et Sipienko. C'est pas le même discours non plus. Il y a une trop grande quantité de défauts, en fait. Depuis qu'il n'y a plus Magnus, c'est nul. C'est pas une question de Magnus, c'est une question de... Magnus, en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Normalement, si c'est bien, le sport résiste à l'absence des champions et il y a des nouvelles légendes qui se créent. C'est le saumon qui cachait la rivière, ouais... Regarde le tennis, par exemple, on disait ah ouais, Roland Garros, maintenant qu'il n'y a plus Rafa, nanani, nanana, bah t'as une super finale Alcaraz-Sinner, c'était un truc de fou et elle restera dans les légendes et en fait le sport survit ses légendes, c'est normal. D'ailleurs, allant de parler d'échecs, c'est pas mal, bah, j'ai eu la discussion avec Maxime, bah, on en a reparlé hier sur le live, où pour moi, par exemple, je suis 1000 fois plus hype par le circuit du Norway de l'année prochaine, qui va être un truc qui ressemble vraiment à ce que devrait être un titre de champion du monde, que le titre de champion du monde en lui-même, en fait. C'est juste que la FIDE, ils ont vraiment, mais alors, foiré le virage. Il y avait vraiment tout à faire avec les échecs. Et en plus, les réformes, elles étaient proposées avant le gros buzz des échecs qui a eu lieu en 2020 avec le Covid, etc. Et les réformes, elles auraient dû être prises avant. Simplement, elles auraient aussi pu être prises en 2020-2021. Magnus serait resté sur le titre. Ils auraient fait un championnat du monde hybride avec plusieurs cadences qui serait plus dans l'air du temps, dans la direction que doit prendre le jeu, dans le sens de l'histoire. Et malheureusement, ils ont tout raté, en fait, tout mal fait. Et là, les candidats, c'est vraiment un vestige du passé, quelque chose qui n'a plus aucune réalité sportive, quoi. Je sais pas. Et petit à petit, les tournois intéressent de moins en moins. Il n'y a pas que moi qui tiens ce discours, loin de là. Hein. C'est vraiment... Le discours que j'ai là, en réalité, c'est un discours mainstream. Hein. Pour le coup, autant parfois j'ai des takes qui sont pas les mêmes takes que les autres. Par exemple, sur le freestyle. Tout le monde était en train de s'astiquer le sgeg sur le freestyle. Moi, je disais que c'était de la merde. Bon, j'ai eu raison. Là, pour le coup, sur le fait que le format pour le titre de champion du monde va plus, que le circuit, etc., actuellement, FIDE n'est plus intéressant et n'est plus dans l'air du temps, ça pour le coup, c'est un take mainstream. Hein.
Tu vois à quoi ressemblerait un championnat du monde enthousiasmant? Bah, un vrai circuit avec une bonne cadence et les meilleurs qui participent. Et pas des tournois une fois tous les 2 ans où tu donnes des places, tu donnes 5 places sur des tournois en one shot avec des formats un peu chelous qui favorisent pas forcément les meilleurs en plus. Bah, c'est juste faire un vrai circuit comme dans tous les vrais sports avec des vraies cadences qui sont vraiment intéressantes à suivre. Mais comme ils vont faire sur le Norway, en fait, ce que va faire le Norway Chess, il y a pas mal de... On en reparlera plus en détail, j'ai un peu regardé ce qu'ils proposent. Il y a quelques défauts encore, je trouve, notamment sur les phases de groupe. Bon, on en reparlera quand ça arrivera. Ils font un tournoi de blitz pour commencer qui n'a aucune valeur pour mettre des seedings ou ce genre de choses. Donc, il y a quelques petits trucs un peu bêtes sur le Norway Chess encore. Mais c'est clairement un pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que quand tout le monde a critiqué le Total Chess là, qui va être fait... Quand c'est sorti, j'ai vu beaucoup de gens qui le critiquaient, notamment Hikaru. Bon, je me suis dit, c'est un peu une boussole qui donne le sud, donc bon, ça veut dire que c'est une bonne idée. Et ben, on voit qu'il y a Haaland qui investit de l'argent dedans, machin. Et donc, que voilà, de toute façon, c'est boussole sud-est. Hein, donc, tu sais qu'il faut penser plus ou moins l'inverse. C'est-à-dire, si tu recommandes d'aller jouer sur des casinos en crypto, c'est que tu dois pas jouer sur des casinos en crypto, quoi. C'est vraiment un petit truc mnémotechnique, quoi. Si tu te recommande un truc, c'est qu'il faut faire l'inverse. Les tournois pour faire le seed, ils sont toujours pas rendus compte que ça puait du bec. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font un tournoi de blitz de seeding avant le début du tournoi. Je trouve ça complètement ridicule. Après, il peut avoir valeur de départage à la fin. Donc bon, il y a un petit truc, mais peu importe. Mais le format qu'ils vont proposer, il va être améliorable, c'est sûr. Mais ça fait très longtemps dans les échecs que j'ai pas vu un événement d'une telle ampleur aller dans la direction de l'histoire. Donc là, pour moi, clairement, le nouveau Norway Chess va être un premier pas et un premier jalon posé vers sur ce quoi un cycle pour les championnats du monde doit ressembler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il va falloir attendre 2027 pour pouvoir voir le premier qui donnera un titre de champion du monde, mais qui sera un vrai faux titre de champion du monde. Et en espérant que par la suite, les formats pour le titre soient un peu dans cet esprit-là, quoi, avec plusieurs cadences, avec plusieurs tournois et un circuit complet.